Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans notre webinaire Atlantique dédié à la réussite d'un projet de performance industrielle grâce aux données. Je suis Arnaud Legrand, le dirigeant fondateur d'Energency. Donc, Energency, c'est une société innovante qui accompagne les industriels dans la concrétisation rapide et durable de nouvelles économies d'énergie et de CO2. On valorise en temps réel les données existantes grâce à une technologie d'analyse innovante alliant intelligence humaine et artificielle. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire d'une heure où on va parler compteurs intelligents, audit énergétique, industrie 4.0, ISO 50001, intelligence artificielle et bien sûr économie d'énergie. Donc c'est un premier webinaire qui s'inscrit dans une nouvelle série d'événements en ligne avec aujourd'hui un premier épisode qui sera suivi d'autres conférences avec des intervenants d'autres entreprises, fournisseurs de solutions et industriels qui témoigneront de leurs usages. Donc quelques mots sur Atlantique. Donc Atlantique, c'est une co-entreprise créée en 2018 par 5 sociétés innovantes qui regroupe à elle seule plus de 150 salariés dans le domaine de l'énergie intelligente. Donc, ces 5 sociétés se sont réunies autour d'un projet commun, valoriser les données industrielles pour proposer une chaîne de valeur complète de technologies et de services interopérables dédiés à la performance énergétique industrielle. Donc, c'est un projet qui a bénéficié d'un financement du programme d'investissement d'avenir en 2017 et qui compte aujourd'hui plusieurs clients industriels, dont Naval Group. Dans ce premier webinaire, donc, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités, 2 acteurs de la transformation énergétique et de l'industrie du futur. Guillaume Acarion, qui est dirigeant fondateur d'Acajoule, qui est un bureau d'études énergie basé à Saint-Nazaire, et Nicolas Pomariega, responsable énergie et environnement d'un site de Naval Group, qui est le leader industriel de la défense maritime. Alors, je vous propose tout de suite de démarrer ce webinaire avec la première partie dédiée aux bonnes pratiques de mise en œuvre d'un projet énergétique avec Guillaume Acarion. Bonjour Guillaume, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bonjour Arnaud, bonjour à tous, merci pour ces quelques mots d'introduction. Donc effectivement, je suis le dirigeant et fondateur d'Acajoule. Donc dans les 5 entreprises qui font partie du groupement Atlantique, on représente le bureau d'études en performance énergétique, mais aussi énergie renouvelable et digitalisation de l'énergie. Donc la société a été créée en 2010. Nous sommes 25 personnes aujourd'hui, donc basées à Saint-Nazaire. Et on a 6 pôles d'expertise, donc autour de l'industrie bien sûr, mais également les activités de transport. Et puis on a des pôles autour des énergies renouvelables, que ce soit chaleur renouvelable, fatale ou biomasse, et puis le photovoltaïque. On a aussi 2 pôles en maîtrise d'œuvre, donc la rénovation énergétique des bâtiments, et puis un pôle de planification énergétique plutôt pour les collectivités territoriales. Alors, donc l'idée, c'est de parler de démarrer sur ce webinaire en introduisant assez largement autour de la décarbonation. Je pense que c'est un enjeu aujourd'hui majeur dans l'industrie et la nécessité pour les entreprises d'avoir une stratégie autour de la décarbonation, que ce soit pour son cœur business, ses produits ou ses services qui vont devoir être décarbonés, mais aussi par cohérence, bien sûr, sur ces impacts directs liés aux procédés de fabrication ou de production de ces produits ou services. Par exemple, comme impact direct, il peut y avoir la consommation d'énergie fossile. Donc, on va retrouver, vous voyez à l'écran, trois leviers principaux pour décarboner les impacts directs. Donc, celui sur lequel on va s'attarder ce matin, c'est la performance énergétique, donc la réduction des consommations. On commence par fermer la fenêtre, pour prendre une image dans le bâtiment. Ensuite, on a l'intégration d'énergie renouvelable sur son site directement en propre, par exemple en remplaçant une chaufferie gaz vapeur par de la biomasse, mais aussi pour des usages électriques, donc le photovoltaïque. Dernière possibilité de décarbonation, c'est le volet contractuel, donc notamment en achetant de l'énergie renouvelable
donc avec des contrats d'achat type PPA qui peuvent apparaître aujourd'hui, qui sont des engagements pour acheter une énergie renouvelable spécifique sur des durées longues. Donc aujourd'hui, on va parler de la performance, hein, c'est le premier focus abordé. Donc sur ce sujet, est-ce que tu pourrais nous présenter par priorité l'ordre dans lequel mener un projet de performance énergétique? En clair, si tu te mets à la place d'un industriel, qu'est-ce que tu lancerais en premier? Alors c'est une bonne question. Donc effectivement, on va parler des bonnes pratiques aujourd'hui. Je vais essayer de mettre un petit peu de méthodologie, alors des choses très simples, et puis après des choses qui peuvent être un peu plus complexes, et de mettre ça un petit peu dans l'ordre. Donc la première chose, quoi qu'il arrive, ça va être d'avoir un référent énergie, de nommer un référent énergie. Donc ça veut dire d'entrer dans la démarche, avoir une personne qui va être chargée de ce projet, qui va être long terme, donc, notamment la direction qui va lui donner des objectifs, des moyens, une feuille de route, et puis une personne qui va probablement se former et qui va se mettre dans une démarche qu'on appelle le management de l'énergie, donc d'amélioration continue. Le but du jeu, c'est de ne pas faire d'à-coup et d'essayer de s'améliorer de façon continue au fil du temps. Sans référent énergie, donc c'est des entreprises qu'on croise assez régulièrement et sans démarche spécifique. Donc on va croiser des entreprises qui peuvent être très motivées et qui en fait collectionnent des actions favorables à l'environnement, notamment par des démarches RSE. Donc, on va trouver des entreprises assez motivées et qui, en rajoutant un petit peu de méthode, vont réussir à capitaliser et aller encore plus loin dans leurs économies d'énergie. Ce référent énergie, qui est-il? Donc, il y a différents types de profils. Souvent, on va retrouver des gens qui sont dans l'exploitation, les moyens généraux, les services. C'est des personnes qui doivent bien connaître les procédés, les machines. Et puis, ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, qui doit être intéressé par le sujet. C'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui a envie de s'intéresser à ça, de creuser, avec la capacité d'y dégager régulièrement du temps. Ok, donc le référent énergie est nommé, il est en place. Qu'est-ce qu'il fait en priorité une fois en place? Alors, plus important, c'est d'avoir un plan d'action. Donc, ce plan d'action, souvent, il est issu d'un audit énergétique, qui est pour les entreprises au-dessus de 250 salariés qui est obligatoire, qui peut être réalisé en interne ou par un bureau d'études. Donc, ce plan d'action, il permet d'hiérarchiser les actions, de les prioriser dans le temps, de chiffrer des temps de retour sur investissement, donc d'être vraiment dans de la programmation industrielle. On a deux types d'actions en général. Donc, tout d'abord, tout ce qui est chasse au gaspille, donc bonne pratique avec peu d'investissement, qui nécessite du monitoring et du management de tous les jours. Et puis, une deuxième chose qu'il ne faut pas négliger, c'est l'anticipation des investissements. Donc, parfois, on peut voir apparaître des temps de retour qui peuvent être un petit peu longs, mais des fenêtres de tir peuvent apparaître lorsqu'il y a un remplacement de machines ou de CAPEX à faire, ou lorsqu'il y a, par exemple, avec le plan de relance actuellement, des opportunités de subvention. Si on n'a pas le dossier un petit peu tout près sur étagère, on peut être amené à rater ces investissements. Donc, il faut les préparer à l'avance et c'est un des rôles de l'audit énergétique. Et donc, bien souvent, aussi dans un audit énergétique, on est amené à préconiser un plan de comptage et de sous-comptage avec des moyens de suivi qui sont le b.a.-ba du suivi énergétique pour le référent. Ok, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste un plan de comptage? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels qui ont déjà des compteurs, notamment à l'entrée de leur site, hein, via leurs fournisseurs. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont aller plus loin et est-ce que ces compteurs doivent être notamment communicants, selon toi?
Oui, alors donc il y a plusieurs niveaux. Un plan de comptage, ça peut être effectivement tout simplement de suivre les compteurs généraux mais de les suivre régulièrement et d'avoir un vrai accès, par exemple, à la courbe de charge sur l'électricité pour avoir accès à son talon. C'est vraiment aujourd'hui indispensable. Et ensuite, lorsque on commence à avoir des consommations, des factures énergétiques plus importantes, là cette fois-ci on parle de sous-comptage. Euh, donc le sous-comptage a plusieurs rôles, hein. Il y en a un, c'est de pouvoir suivre ce qu'on appelle ces usages énergétiques significatifs au sens de la norme ISO 50001. Donc là, c'est à quel endroit est-ce qu'on va mettre ces compteurs, quelles données énergétiques ils vont remonter. Le but, c'est pas forcément de suivre 100%, mais 80%, ce qui est essentiel, hein. Donc, ce qui est essentiel, c'est les plus gros postes de consommation, ceux sur lesquels le plan d'action a ciblé spécifiquement un gain possible, donc afin de le mesurer et puis de le capitaliser pour le dupliquer, et puis des usages critiques. Exemple, une vanne qui reste ouverte et qui induit de forte consommation par erreur, de pouvoir détecter aussi ces dérives importantes. Donc, pas toujours besoin d'avoir du comptage d'absolument tout, mais il doit être ciblé. Ensuite, on a une autre partie du plan de comptage, c'est les données de production. Donc ça, c'est assez important, c'est de plus en plus raffiné. Donc, de pouvoir créer des ratios, par exemple des kilowattheures consommés sur un usage spécifique par tonne de produits traités par cet atelier. Donc là, le but est d'aller chercher dans les MES, dans les ERP des entreprises, des indicateurs de production qu'on va pouvoir corréler avec des consommations d'énergie. D'ailleurs, c'est souvent là qu'on voit la différence entre des outils type GTC et des outils type système d'information énergétique. Ça va être la capacité à aller croiser avec des données de production et à créer des modèles de consommation énergétique. Enfin, le dernier point dans un plan de comptage, c'est de poser les bases de l'architecture technique du plan de comptage. Donc, compteur communicant pour avoir du temps réel, pas de relevé à la main. Compteur communicant, donc est-ce qu'on est avec fil, sans fil, quel type de techno sans fil. Comment est-ce qu'on va coupler ça éventuellement avec l'entrepôt de données de l'entreprise. Quel type d'échantillage pour maximiser la durée de vie de capteur qui peut être sur batterie. Donc il y a aussi un volet qui est vraiment qui peut être de l'ingénierie de comptage dans ce plan de comptage. Donc à ne surtout pas négliger. Justement, tu en parles. Donc derrière les compteurs, il y a évidemment les données, qui est le sujet central aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut se lancer si on a peu de données? Est-ce qu'il faut beaucoup de données disponibles? Nicolas en parlera tout à l'heure, mais quel est ton avis en tant que bureau d'études? Alors, on peut voir hein, des PME avec un compteur général, des données de production et avec l'accès aux données, par exemple la courbe de charge sur l'électricité, on arrive déjà à faire des merveilles puisqu'il y a peu de machines et c'est relativement facile de comprendre quelles sont les consommations d'énergie. Lorsqu'on parle de sites beaucoup plus importants, hein, par exemple le site de Nicolas Pomariega. Là, évidemment, absolument besoin d'avoir ce sous-comptage et un maximum de données. Donc, et notamment, un des points importants, c'est la capacité à être proactif, c'est-à-dire d'anticiper des consommations et ne plus être uniquement dans l'explication de données passées. Donc, on peut aller jusqu'à la création de jumeaux numériques et d'écarts dans des meilleures pratiques de production sur des séries spécifiques. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que cette donnée, quelque part, ça a une monnaie d'échange et de discussion avec les équipes de production. Hein, très souvent, les référents énergie on peut avoir du mal à initier les échanges et à sensibiliser les équipes de production. Une usine, c'est d'abord fait pour produire, hein, c'est pas fait pour faire des économies d'énergie. Donc, d'avoir accès aux données permet d'avoir un langage commun et des bases
relativement, on va dire, objectives pour pouvoir dialoguer avec les équipes de production et les inciter à rentrer dans la démarche. Donc, voilà, une fois qu'on a un petit peu fait le tour des bénéfices qu'on peut avoir sur les utilités, par exemple, hein, éclairage, air comprimé, chauffage, etc., froid, les données de production permettent d'avoir accès à des process un peu plus spécifiques. Ok, alors du coup, on a bien vu la liste des solutions et des priorités que tu as exposées. Donc toutes ces solutions, elles nécessitent des moyens pour se lancer. Est-ce que tu peux nous présenter les outils aujourd'hui disponibles voilà, pour les industriels afin de leur permettre de financer et de mettre en œuvre toutes ces actions, et notamment le plan de relance? Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a beaucoup. Je vais même dire, il y en a énormément. Ça n'a pas été toujours le cas, mais avec le plan de relance qui est quand même assez axé industrie et qui est aussi assez axé transition énergétique, donc il y a énormément de choses à tous les étages pour tout type d'entreprise. L'entreprise soit très mature et en soit au dernier étage ou l'entreprise est au démarrage. Notamment, il y a le programme ProRéféi, financé par la T2E, qui permet de former sur quelques jours les référents énergie. On a les dialogues écoflux. Donc là, c'est BPI qui finance 80% l'intervention de bureaux d'études dans les PME sur un pré-audit énergétique et ensuite un accompagnement à la réalisation de plans d'action. Des centaines de PME qui rentrent dans ces démarches via ce dialogue écoflux. Ensuite, plus spécifiquement sur le volet data, plan de comptage, donc guichet ASP via le plan de relance, qui finance notamment compteurs et logiciels avec des taux évolutifs sur la taille de l'entreprise, donc y compris pour les plus grands groupes, même si voilà, les taux commencent un petit peu à baisser cette année. Et puis, nous avons, via les certificats d'économie d'énergie, une fiche spécifique que je détaillerai peut-être dans le slide d'après, qui permet de financer la mise en place d'indicateurs de performance énergétique, donc les fameux IPE. Donc, comment fonctionne cette fiche? Donc, en fait, on vient lister les IPE. Donc là, vous avez des exemples autour d'une chaudière vapeur, four, groupe froid, avec les indicateurs, les ratios, consommation d'énergie, données de production en ratio, donc qui permettent d'effectuer ces ratios. On va mesurer des puissances derrière ces indicateurs. Et donc, ces puissances vont donner droit à des certificats d'économie d'énergie, qui permettent de financer une plateforme de suivi énergétique comme celle d'Energency et aussi de compléter des plans de comptage. Donc, pour des entreprises qui auraient déjà installé certains compteurs et qui souhaiteraient le compléter, donc il y a des financements qui sont éligibles. Et l'avantage de cette fiche, c'est qu'elle structure assez bien la façon dont est organisé donc ces plans de comptage. Ok, merci Guillaume pour ce panorama complet. Donc, on a vu les outils et les financements pour se lancer dans un projet de performance énergétique industrielle grâce aux données. Alors, je vous propose, si vous avez des questions, de les poser dans le chat de l'outil sur votre écran. Et on va les garder en fin de webinaire pour les adresser à nos intervenants. On va maintenant accueillir Nicolas Pomariega, qui est responsable énergie et environnement de l'usine Naval Group de Nantes. Bonjour Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise et ta mission? Bonjour Arnaud, bonjour Guillaume, et bonjour à tous. Alors, donc Nicolas Pomariega, donc comme tu viens de le dire Arnaud, en effet, je suis le responsable énergie et environnement sur le site Naval Group de Nantes. Alors Naval Group, on est le groupe français leader du naval de défense en Europe. On est un groupe qui possède 18 implantations à travers le monde et 10 sites français. On est à un peu plus de 15 000 employés sur tous nos sites. Plus localement, Naval Group, c'est le 4e employeur industriel de Loire-Atlantique.
avec 1800 collaborateurs et on est répartis sur 2 sites en Loire-Atlantique. Donc, on a le site d'Indret, où je suis positionné, et le deuxième site, c'est le centre de recherche technologique de Naval Group, qui est basé à Bougnay sur le Technocampus Océan, qui est là depuis maintenant quelques années. Donc le site de Nantes, c'est le site qui est dédié à la propulsion des énergies, qui fournit des systèmes de propulsion aux sous-marins et aux navires pour la marine française et maintenant aussi, depuis plusieurs années, les marines internationales. On a à peu près, donc sur Nantes, on a 1500 collaborateurs qui travaillent sur le site d'Indret. Et ce site-là, pour donner les ordres de grandeur, c'est environ 20 hectares avec 11 hectares de bâti. Donc on est au mixte avec du bâti tertiaire et du bâti industriel. Voilà, donc on est plutôt dans une bonne dynamique de croissance depuis quelques années. On recrute à peu près 200 collaborateurs par an et on a un plan de charge qui croît de 30% ces 4 dernières années. Donc plutôt favorable. Je te laisse nous présenter tes missions. Qu'est-ce que tu fais concrètement en tant que responsable énergie-environnement? Ouais. Alors, mes missions, alors justement, comme je suis responsable énergie et environnement, j'ai une double casquette. Ma première casquette est ma casquette environnementale, où mon rôle principal là-dedans, c'est quand même de veiller à la prise en compte et au respect de la réglementation pour garantir un impact limité sur l'environnement. C'est vraiment une des missions principales d'un conseiller environnemental dans l'industrie. Je suis également là-dessus le pilote ISO 14001 et celui qui est en charge de déployer la politique environnementale du groupe et la réduction de l'empreinte carbone. Voilà pour l'environnement. Plus spécifiquement maintenant sur l'énergie. Donc sur l'énergie, en tant que responsable énergie, je manage le plan d'économie d'énergie du site en planifiant et en organisant les différents travaux de performance énergétique. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume, dans ces travaux, il peut y avoir de la variation de vitesse, de la récupération de chaleur fatale, de l'isolation de réseaux de chaleur, plein d'actions diverses et variées qu'on peut avoir en investissement. Et un de mes autres rôles est aussi de challenger les différentes entités du site sur leur consommation énergétique. Voilà, donc on a un réseau d'efficacité énergétique qui est très vivant chez Naval Group. Donc, on a un référent énergie sur chaque site français. Donc, ce qui nous permet de faire aussi pas mal de bench en interne. C'est plutôt bien. Mais chaque site garde son indépendance dans sa démarche. On n'a pas, on n'a pas une obligation d'avoir tous la même action, la même visio au même moment. Voilà. Ok, avant de rentrer dans le détail de ton témoignage, est-ce que tu peux nous présenter les grands enjeux industriels du groupe Naval et notamment liés à l'énergie? Alors, sur nos enjeux, donc on a en effet sur les enjeux industriels, on a pris depuis quelques années, on a commencé la transformation numérique forcément de l'entreprise pour réussir à passer à une usine 4.0. Dans cette usine 4.0, plus particulièrement, c'est réussir à piloter notre performance en temps réel. Ça, c'est vraiment un enjeu industriel important. Et l'autre enjeu majeur, mais qui est finalement, on va dire classique chez Naval Group, c'est de toujours fournir un produit de qualité et de haute technologie. Les sous-marins nucléaires étant forcément un produit complexe, on se doit, puis avec des pièces uniques, on se doit d'avoir tout le temps une technicité et des exigences irréprochables. Donc, ça c'est pour le côté industriel. Sur le côté énergétique, qui est notre deuxième enjeu, et plus particulièrement le mien, on s'est donné comme objectif donc de diminuer notre empreinte carbone de 3% par an donc, et de diminuer de 5% notre consommation énergétique tous les ans d'ici 2024. Donc, ça fait quand même 15% d'économie en 3 ans, c'est pas neutre. Et le dernier enjeu est de réussir aussi à trouver des nouvelles sources d'énergie alternatives décarbonées
dans la continuité après du plan d'action, justement. Dans notre historique, en fait, on a commencé la partie économie d'énergie et performance au début des années 2010. Et depuis 2010, sur le site de Nantes, donc on a réussi à diminuer de 30% notre consommation de gaz et de 10% notre consommation électrique. Alors, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, forcément, en employant 200 personnes par an, on a une consommation énergétique qui est plutôt en hausse. Donc on arrive pour l'instant à la maintenir. Mais pour continuer à maintenir, voire diminuer cette consommation, maintenant, il va falloir qu'on accélère et si on veut réussir à négocier correctement le virage de la transformation énergétique, il va falloir qu'on explore d'autres opportunités. Voilà, et repousser encore un peu plus ces limites. Ok. Donc, tu t'es lancé dans un projet de performance énergétique, comme tu l'expliquais depuis quelques années. Donc, suite à la présentation introductive de Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu as lancé cette démarche chez Naval Group concrètement? Avec quelles Alors, étapes? concrètement. Donc concrètement, comme on peut voir dans le webinaire, on a commencé cette histoire en 2018. Où en 2018, on a lancé un appel d'offres pour effectuer un audit énergétique qui est de base devait être réglementaire et ce qu'on avait déjà fait les années précédentes, mais on voulait aller plus loin. Donc, cet audit a été remporté par la société Acajou, et donc Guillaume en est représentant. Cet audit nous a fourni l'ensemble des préconisations pour alimenter finalement notre plan d'économie d'énergie et notre feuille de route 2018-2020. Dans cette feuille de route, on avait identifié plusieurs leviers pour la performance. Le premier levier qui était le monitoring de nos énergies, un plan d'action forcément avec des investissements, de la R&D, et ça on y reviendra un petit peu plus tard justement avec tout ce qui est intelligence artificielle, Arnaud. Et le dernier levier qui était le levier humain finalement, qui est aussi très important là-dedans. Donc le premier levier, c'était le lancement d'une mission complémentaire donc qu'on a donné à Acajoule pour justement, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, avoir un plan de comptage précis. Donc cette deuxième étude qui a été débutée en 2019, on ne voulait pas se lancer justement dans la mise en place de compteurs à tout va et avoir des dépenses phénoménales en comptage sur le site. Donc, on a demandé à Acajoule de dresser un plan de comptage qui nous a permis d'identifier justement dans le 85% finalement de nos gros consommateurs. Et ce plan de comptage était forcément dans l'idée de mettre derrière un logiciel de management de l'énergie. Ce qui nous amène aussi justement au troisième levier. Et en 2020, on a voulu donc passer à un nouveau stade et développer un logiciel, une intelligence artificielle pour prédire un peu nos consommations. Donc c'est là où on est rentré en contact, Arnaud, et on a lancé cette étude avec des data scientists sur notre site pour identifier nos nouvelles pistes de gain énergétique avec tes équipes et le logiciel pour l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup quel était le contexte à l'époque quand tu t'es lancé sur le site en termes de données et en quoi ces outils numériques, notamment l'intelligence artificielle, étaient une opportunité pour toi d'aller plus loin? Est-ce qu'on peut être un peu plus précis, un peu plus concret? Oui, alors concrètement à l'époque, comment ça se passait? On avait des équipes qui faisaient des relevés une fois par mois. C'était pas vraiment très précis parce que c'était pas relevé à date fixe, à heure fixe. C'était remis dans des tableaux Excel et on n'avait pas obligatoirement un ensemble de données bien cohérentes. Quand on voulait chercher en plus les origines des dysfonctionnements énergétiques, on voyait justement apparemment qu'on avait des surconsommations.
on travaillait un mois après et réussir à trouver la piste un mois après, comme tout industriel le sait, c'est très très compliqué, voire par moment on la retrouve jamais. Donc toutes ces dérives et tous ces délais de latence, c'était assez compliqué, c'était pas possible. Donc tout ça nous a amené à lancer cette étude de data science pour finalement bien comprendre quelle était l'origine de ces gaspillages et trouver les facteurs d'influence. Aujourd'hui, on commence à s'en apercevoir, mais à l'époque, on n'imaginait même pas du tout quel facteur d'influence pouvait influer sur notre consommation énergétique. Et on voulait aussi créer un jumeau numérique pour mieux anticiper et identifier nos dérives en temps réel, pour justement tout de suite travailler à la source de la dérive et pas attendre un mois. Donc voilà le contexte et nos motivations de l'époque. Alors, tu parles de jumeaux numériques et derrière on pense intelligence artificielle. Est-ce que c'est un peu abstrait de prime abord? Est-ce que tu peux nous raconter concrètement comment tu as pris en main ces nouvelles technologies en tant que référent énergie sur ton site? Alors en effet, au début, c'est assez abstrait. On n'identifie pas clairement ce que ça peut être. Sur le site, on avait pas obligatoirement beaucoup de données d'activité qui étaient mesurées. On connaissait pas notre production. Bon, d'ailleurs, notre production est assez compliquée à mesurer. Comme on fait des produits uniques et assez longs, c'est pas simple. Et on ne pouvait pas non plus mesurer notre nombre de personnes. Donc, comme disait Guillaume tout à l'heure, réussir à croiser nos données de prod et en même temps nos données énergétiques, c'était assez compliqué. On est loin chez nous justement des big data avec tout plein de données. On a un archivage qui est pas exactement bien clair. Notre donnée n'est pas structurée, le pas de temps n'est pas le même. Et parfois, on a même des données qui sont complètement absentes. Donc, très, très, très compliqué. Voilà, comme c'était. Et du coup, tu as fait comment malgré tout pour arriver à des résultats concrets? Alors, comment on a réussi? Finalement, on a confié donc l'ensemble de ces données qu'on pouvait avoir à tes équipes et tes équipes ont de leur côté pu enrichir cette base de données. Donc, dans la base de données, ils ont pu en mettre plusieurs données extérieures. Alors, ce qui était beaucoup plus facile, moi, sur le gaz, forcément, hein. Le gaz chez nous est quand même essentiellement utilisé pour le chauffage de nos bâtiments. Et ils ont pu rajouter des données temporelles, des données météo, ils mettent des DGU. Forcément, trouver des facteurs d'influence derrière et qui pouvaient influer sur nos consommations énergétiques. Donc c'était finalement le mélange entre nos données à nous et les données que pouvait recueillir et apporter Emergency. Donc parfois aussi on trouvait des situations différentes d'une journée à l'autre. Après, une fois qu'on avait fini de classer toutes ces données-là, d'avoir une base de données finalement assez claire, les data scientists ont pu faire la modélisation de nos consommations et réussir à faire une signature énergétique. Donc ça, c'était vraiment génial. C'était assez bluffant d'ailleurs. Et on a été interpellés parce que par moment, sur les mêmes situations, on s'apercevait qu'à des moments, euh, pour des conditions quasiment identiques, on avait des consommations qui pouvaient être soit de 100, soit de 150 mégawattheures. Et ça, c'était assez bluffant. On s'en était pas du tout rendu compte avant. Donc finalement, cette étude de data science nous a permis de mettre le doigt sur des consommations qui étaient avant complètement aveugles pour nous. On ne savait pas les gens ne savaient pas qu'elles existaient et comment on pouvait agir dessus. Voilà. Et on s'est aussi rendu compte, ça c'était assez marrant, marrant pas trop, qu'on avait des consommations plus importantes le week-end qu'en semaine. Donc ça nous a permis aussi de faire des vraies économies d'énergie dans le sens où de découvrir ces situations-là nous a permis d'ailleurs d'aller voir les équipes d'exploitation
forcément et de mieux régler nos programmes horaires et nos chaudières. Alors, tu parlais d'énergie primaire, donc tu as des consommations d'électricité et de gaz en entrée de ton site que tu utilises après dans le process. Est-ce que, en toute transparence, ces modèles, ils ont été précis dans les deux cas? Est-ce que l'intelligence artificielle a été performante sur ces deux énergies primaires? Alors, oui, on va dire que oui et non. Dans le sens où, en effet, sur la partie gaz, j'ai vraiment été surpris par la précision des modèles, euh, aussi bien du modèle learning que par la signature. Sur le gaz, le modèle était vraiment très précis, nous a permis d'identifier très facilement des gains, parce que comme j'ai dit, finalement, les facteurs d'influence ont pu être vraiment bien identifiés. On avait quand même des consommations énergétiques et une base de données assez précise, ce qui a permis aux data scientists finalement de nous faire un modèle vraiment précis. Donc on a des leviers d'économie d'énergie très intéressants. Sur l'électricité, je reste finalement encore sur ma faim, et dans le sens où on a vraiment un manque cruel de données. Donc les équipes ont réussi à faire une signature énergétique quand même de notre consommation électrique, mais pas suffisamment précise. Aujourd'hui, il nous faudrait vraiment plus de données pour vraiment identifier nos facteurs d'influence et réussir à avoir une signature beaucoup plus précise. Donc j'imagine que tu continues à déployer un plan de comptage selon les préconisations d'Acajou pour augmenter justement ton assiette de calcul sur ces données. Exactement. Donc, on a en effet planifié depuis l'audit de Cajoule le déploiement du plan de comptage. Donc, on continue, hein, qui va aujourd'hui s'étaler jusqu'à 2022. Bon, même si on n'en met pas des milliers, on en a quand même quelques-uns à installer, hein. On partait quand même de très loin. Ce plan de comptage va vraiment nous permettre d'avoir une visu de notre consommation énergétique très vaste et beaucoup plus précise. Dans nos objectifs, comme j'ai dit, entre 5% sur le gaz et 3% sur l'électricité, il va falloir quand même qu'on puisse aller chercher la précision de l'information et de la donnée. Ok. Donc ce qu'on comprend évidemment, c'est que sans données, on ne peut pas avoir de modélisation intéressante. Donc tu vas progresser sur ce périmètre et du coup les modèles vont être plus performants. Concrètement, la modélisation, c'est une étape. Comment tu vas t'en servir pour obtenir les résultats que que tu souhaites aller chercher sur le site? Est-ce que tu peux nous projeter sur la suite concrètement? Mais sur la suite, une fois que ce modèle va être en place, on va voir deux choses. Donc, ça va être forcément la mise en place maintenant du logiciel de management de l'énergie. Donc, qu'on va, j'espère, mettre dans les mois à venir, qui va se faire, hein. Et ce modèle-là, donc ça va vraiment passer, on va vraiment changer de dialogue et on va pouvoir vraiment rentrer dans l'efficacité énergétique. Donc, ça va nous permettre de plus avoir une vision de nos consommations et pouvoir aussi ouvrir un dialogue avec nos entités. Aujourd'hui, j'avais un problème, c'est que quand j'allais voir les gens de la production, la prod, forcément, elle est là pour produire, et quand on va les voir avec peu de données, leur dire qu'ils surconsomment, on dit non, moi je consomme ce qu'il faut pour produire et pour sortir mon produit. Demain, avec le logiciel et tout le plan de comptage justement qu'on a déployé, on va pouvoir justement aller voir la production avec des chiffres bien plus précis et surtout des indicateurs de performance, et là commencer à aller les challenger. Ça va être un vrai changement, je pense, dans les mentalités. Et donc avec l'installation du logiciel d'Emergency, on va vraiment pouvoir aller vers le jumeau numérique et mettre toutes les actions
concrète avec les équipes de prod et pouvoir en même temps mesurer les gains en temps réel, ce qui est vraiment important. Et réussir à faire du temps réel et plus passer sur une vision à 3 mois, à 1 mois. Donc ça, c'est Ok. important. Du coup, est-ce que pour finir, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a plu dans cette démarche, en synthèse, sur l'ensemble de cette démarche? Alors, ce qui m'a plu, la chose qui m'a le plus plu et qui a vraiment été importante, c'est le travail en commun finalement entre les experts énergie d'Acajoule, qui avaient fait l'audit énergétique chez nous, les experts métiers chez nous, donc entre moi qui viens justement de la filière, comme disait Guillaume tout à l'heure, finalement de tout ce qui est moyens généraux et donc tout ce qui travaille sur les servitudes, et ainsi que mes collègues, et des data scientists d'Energency. Donc c'est vraiment la clé de la réussite pour un projet d'industrie 4.0. Ça c'est vraiment important. Il faut l'ensemble de ces compétences travailler en commun. On ne pourra jamais le faire l'un sans l'autre. Ça ne marchera pas. Ce que j'ai aussi vraiment apprécié, c'est l'identification des gisements des économies d'énergie qui étaient finalement complètement aveugles pour nous avant. On ne se rendait pas compte de ces gisements-là, des dérives énergétiques qu'on pouvait avoir. En effet, sur le chauffage, on s'est rendu compte qu'on avait apparemment des consommations énergétiques complètement délirantes pour des points de fonctionnement finalement similaires. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, ce qui nous a permis déjà depuis 1 an de faire des grosses économies d'énergie. Et puis aussi toute l'approche innovante finalement d'Energency. Donc en effet, ça nous a permis, l'approche d'Energency a permis d'enrichir toute notre base de données et finalement de nous sortir des modèles qui n'auraient pas pu être faits que par nous-mêmes. Donc ça c'est vraiment important. Et c'est eux et toute cette recherche finalement de pistes d'amélioration, la proactivité au lieu d'attendre les données non disponibles. Ça c'était bien, c'était vraiment en plus des équipes d'Energency, c'était vraiment très appréciable. Et puis forcément, le résultat entre les modèles qui nous ont été fournis, qui sont quand même très performants et qui collent vraiment à la réalité, et puis les outils d'intelligence artificielle qui étaient pour moi finalement il y a 2 ans un peu obscurs et on commençait à en parler, mais on voyait pas trop où aller. Et maintenant, moi, je me rends compte que si on veut aller plus loin, c'est indéniable. Il faut qu'on s'arme de ces outils-là. C'est obligatoire. Ok, merci Nicolas. Pour finir, avant qu'on passe aux questions, quel conseil tu donnerais à des industriels qui t'écoutent là, qui voudraient se lancer dans un projet similaire au tien? Est-ce que tu peux leur donner un petit peu ton point de vue sur ça? Alors le conseil, il y a deux points très importants. C'est vraiment faire un plan de comptage. Le plan de comptage qui nous a été fourni par Acajoule, moi, nous a vraiment aidé dans la mise en place de nos compteurs et des points finalement à relever sur le site. Si on n'avait pas fait ce plan de comptage, je pense qu'on serait parti assez classiquement à relever l'ensemble de nos points sur nos TGBT et on serait armé de certainement centaines, voire peut-être de milliers de compteurs. Donc ça nous a permis quand même de faire des économies financières assez importantes. Et la deuxième chose, qui est vraiment très importante aussi, c'est vraiment de bien structurer la base de données. Nous, on a une base de données qui était issue de notre supervision technique. Et là, maintenant, il faut vraiment avoir une donnée homogène, bien classée, bien organisée, pour justement demain réussir à pouvoir faire une corrélation entre les données de prod et toutes ces données énergétiques qui sont finalement diverses et variées dans l'industrie. Ça, c'est vraiment important. Et donc forcément, aller sur l'intelligence artificielle, hein, moi, je pense qu'une fois qu'on a passé toutes les actions d'économie d'énergie
classiques, comme j'ai pu les énumérer tout à l'heure, il faut y aller. Parce que si on veut prendre le virage de la performance énergétique, on n'a pas le choix. Et puis surtout, c'est bien s'entourer parce que je pense qu'on a aujourd'hui énormément de sociétés là-dedans qui peuvent faire de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, moi, je suis tombé sur des équipes vraiment très performantes qui en plus adorent leur métier et qui nous ont vraiment aidés, vraiment épaulés dans notre démarche. Voilà, Merci Arnaud. beaucoup, Nicolas. Merci, c'était passionnant. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à une séance de questions-réponses. Donc, Léo, qui est business developer dans l'équipe Atlantique, est-ce que tu peux nous remonter les questions qui ont été posées, notamment sur le chat, s'il te plaît, et les adresser à nos deux invités? Bonjour à tous. Guillaume, je pense qu'elle est pour toi. Pouvez-vous donner plus de détails sur la méthode utilisée pour définir le plan de comptage? Oui, merci pour la question. Du coup, de partir des usages énergétiques significatifs, donc, qui sont souvent définis premièrement via un audit énergétique. On vient définir les grands usages, air comprimé, chauffage, froid, machines spécifiques, traitement thermique, four, etc. Et donc, on parle de taux de sous-comptage. Le but du jeu, c'est vraiment d'identifier, parce que c'est pas, voilà, on n'a pas forcément toujours une maîtrise exacte. Il peut y avoir plusieurs départs pour le même usage. Donc, le but du jeu, c'est d'arriver à avoir une masse non sous-comptée qui peut être très vaste en termes de départ, avec tous les canalistes, par exemple, qui soit la plus petite possible. Et une fois qu'elle est limitée à 20%, voilà, on considère qu'on va avoir un taux de sous-comptage qui est suffisant, qu'on n'a pas oublié des choses dans un coin. Et puis voilà, ça c'est une première chose. Et donc, et puis comme je disais, qu'on va chercher à sous-compter, c'est surtout là où on peut s'améliorer. Donc les gros consommateurs pour éviter les dérives, les consommateurs critiques, pareil, pour éviter une porte, par exemple une porte sectionnelle qui reste ouverte, un problème de vanne, etc. Donc détecter ces dérives le plus vite possible pour les limiter et faire en sorte qu'elles ne durent pas trop longtemps. Et puis donc là on peut s'améliorer. Voilà les grandes, on va dire les grandes règles. Et puis d'avoir le plus possible pour limiter les coûts d'accès à des réseaux sans fil. Ok, Merci, merci. Guillaume. Léo, vas-y, est-ce que tu as d'autres questions? Vas-y. Plutôt pour Nicolas, quelles ressources internes mettre en œuvre? Alors, en ressources internes, donc dans un projet comme ça, donc forcément Energy Manager, c'était moi qui étais principalement utilisé pour ces projets-là, et s'appuyer sur les différentes ressources des moyens généraux. Moi, je me suis aidé essentiellement sur l'exploitant qui s'occupait des installations de génie climatique et les exploitants électriques. Donc, c'est eux qui ont fortement participé aujourd'hui au déploiement de ce projet et aussi forcément de la ressource de la DSI pour après la mise en place des réseaux. De ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, et ce qui est aussi important, c'est que travaillant dans la défense, cette opération-là ne se fait pas en mode SaaS. Et bien sûr, tout est hébergé sur nos serveurs. Donc, on a toute une couche DSI qui est assez importante et vraiment importante. J'ai également une autre question pour toi, Nicolas. Pouvez-vous nous donner des ordres de grandeur économique, compteur plus logiciel, ressources, temps par équivalent temps plein, pour mettre en place les étapes décrites par Naval Group? Alors là, je ne vais pas pouvoir trop rentrer dans le détail, parce que c'est des informations que je ne pourrais pas vraiment trop divulguer. Mais alors dans les ressources en équivalent temps plein, je dirais que depuis l'origine du projet,
entre la partie audit, plan de comptage et déploiement de la solution logicielle, on est quand même sur un demi-ETP, je pense, à peu près. Dans tous les coûts derrière afférents, là, s'il y a des questions plus précises, je pense que les personnes peuvent essayer de me contacter par mail ou par téléphone et je discuterai avec eux directement. Léo, une question sur, sur les compteurs. Est-ce que tu l'as vu passer dans le conducteur? Peut-on connecter tout type de compteur? Que faire s'il y a déjà des compteurs non communicants déjà en place? Je vais peut-être répondre. Donc ça, dans la partie plan de comptage, donc on fait déjà le bilan de l'existant. Donc il peut y avoir des choses effectivement qu'on peut reprendre. Il y a certains compteurs qu'on peut quelque part rétrofiter pour aller chercher et les rendre communicants. Bon, il faut savoir qu'il y a des grosses différences entre fluide et élec. Sur l'élec, c'est relativement aisé. Sur les fluides, c'est déjà la mise en place du capteur, hein, la partie qui compte côté mesure est plus complexe. Donc par exemple, au sein du groupement Atlantique, on a la société NKE Wateco, donc qui est spécialisée et qui a développé toute une gamme de compteurs et qui sont de plus en plus communicants. Bon, malheureusement, quand même, quelquefois, on se rend compte que soit il y a de l'obsolescence ou des problèmes de fiabilité ou des problèmes d'information hein, qu'on n'arrive pas à récupérer. Donc, quand même régulièrement, des technologies qui avancent assez vite, on peut être amené à carrément changer capteur et compteur. Donc à chaque fois, on fait le bilan, qu'est-ce qu'on peut récupérer, qu'est-ce qu'on ne peut pas récupérer, pour essayer d'arriver à un optimum économique. Merci Guillaume. Dernière petite question Nicolas, en termes de ROI sur le projet tout cumulé, est-ce que tu peux nous communiquer le temps de retour sur investissement? Alors, tout cumulé, on est sur un ROI, on va dire, entre 3 et 5 ans. Ça va dépendre finalement à peu près des technologies et des compteurs qu'on va pouvoir mettre. Nous, on est un site où tout est en filaire. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de sans fil, on n'a pas le droit, c'est interdit. Donc forcément, on a un coût certain. Mais on a derrière un ROI quand même, vu la masse financière déployée pour le projet, entre le logiciel et les compteurs, on a quand même quelques milliers d'euros. Un ROI assez court, je trouve, pour l'industriel. Donc oui, on va dire entre 3 et 5 ans en moyenne. Très bien. Une autre question encore. Naval a-t-il un projet équivalent sur un site à l'étranger? Si oui, même solution retenue? Alors là, je n'en ai aucune idée. On discute beaucoup, en effet, sur nos sites français. Sur les sites étrangers, je n'en sais rien. C'est une très bonne question, mais je ne sais pas. Mais je l'apprends, je vais me renseigner. Ok, merci beaucoup Léo. C'est l'heure de conclure. Donc, merci à nos deux intervenants pour leur précieux témoignage. Merci aussi à nos partenaires qui ont relayé ce webinaire dans leur newsletter, hein, les pôles de compétitivité, notamment EMC2, Bretagne Développement Innovation, BPI France, la French Tech Rennes et puis d'autres associations comme l'association Smile. Donc n'hésitez pas à nous contacter via les emails qui s'affichent à l'écran si vous souhaitez en savoir plus. Donc on est à votre disposition pour vous donner plus d'informations, notamment sur vos cas industriels. Donc on ne manquera pas de vous recontacter par la suite. Donc vous recevrez le support du webinaire ainsi que le replay dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas aussi à en faire part autour de vous, à donner votre avis sur ce que vous avez écouté et vu et en parler si vous avez aimé son contenu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire Atlantique. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et sur Twitter pour suivre notre actualité. Merci beaucoup et au revoir. Merci, au revoir. Merci bien, au revoir.